Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran et les réactions sur le continent africain, du Tchad à l'Afrique du Sud en passant par le Maroc. Tour d'horizon à suivre dès le début de ce journal. La marche à Dakar ce samedi pour réclamer la libération des supporters sénégalais emprisonnés et condamnés au Maroc suite aux incidents qui ont eu lieu lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était à Rabat en janvier dernier. Et notre focus ce soir nous emmène à Madagascar. 6 mois après la chute d'Andry Rajoelina, le nouveau président issu d'un putsch militaire est en tournée internationale de Moscou à Paris. Le colonel Mikhail Randjanirin affiche une diplomatie tout azimut. Mais derrière les poignées de main et les communiqués officiels, une question demeure. Que reste-t-il de la révolte de la Gen Z qui l'a porté au pouvoir? Nous retrouverons notre correspondante Gaëlle Borgia pour nous décrypter la situation. Et on ouvre ce journal par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran et les ripostes de la République islamique qui suscitent de nombreuses réactions aussi en Afrique. Tour d'horizon avec Alice Broga. Des bougies et des mots de condoléances. Au Cap, en Afrique du Sud, ces fidèles chiites se sont rassemblés pour rendre hommage au guide suprême iranien Ali Khamenei, tué lors d'opérations militaires américano-israéliennes en Iran. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont les relations avec Israël sont au plus bas, a appelé à la retenue tout en condamnant des frappes américaines et israéliennes qui violent le droit international. La légitime défense préventive n'est pas autorisée par le droit international et ne peut se fonder sur une supposition ou une anticipation. Sur Facebook, le président tchadien a lui condamné les frappes des deux parties tout en rendant hommage à l'ayatollah Khamenei. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès du guide de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, survenu dans les circonstances tragiques des récentes frappes. Je tiens à exprimer au gouvernement et au peuple iranien mes condoléances les plus sincères et les plus émues. De son côté, l'Union africaine s'est dit profondément préoccupée par l'intensification des hostilités au Moyen-Orient. Le président appelle à une désescalade immédiate, à une retenue maximale de la part de toutes les parties et un retour rapide au dialogue et à la diplomatie comme seule voie viable vers une paix durable et une stabilité régionale. Le Maroc, lui, a dénoncé des attaques iraniennes abjectes sur les États arabes de la région. Des centaines de manifestants ont réclamé ce samedi à Dakar la libération des 18 supporters sénégalais emprisonnés et condamnés au Maroc pour des peines comprises entre 3 mois et 1 an de prison, et cela suite aux incidents qui ont eu lieu lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations le 18 janvier dernier à Rabat. Notre correspondant à Dakar, Elie Mandao, a assisté à la marche. Libérer nos supporters est le principal mot d'ordre entonné par les manifestants qui ont paradé ce samedi dans les rues de Dakar. Des centaines de manifestants qui réclament la libération des 18 supporters sénégalais détenus, emprisonnés et condamnés au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Des peines de prison allant de 3 mois à 1 an. Les manifestants disent que ces sanctions sont injustes. Je vous propose de les écouter. Ils ne sont pas des bandits ni des criminels. Donc nous demandons au royaume du Maroc de gracier nos jeunes frères, nos supporters. On déplore ça parce que c'est pas du tout normal. Le football, c'est le plaisir, voilà, c'est pour rassembler et non pour vraiment créer des problèmes. Nous réclamons que ces supporters soient libérés le plus rapidement possible. Et c'est ça que nous demandons aussi aux autorités sénégalaises, de faire tout pour que ces supporters soient libérés le plus rapidement possible. Mardi, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait affirmé que toutes les voies diplomatiques seront explorées pour la libération de ces supporters. Les soldats sierra-léonais arrêtés en début de semaine par la Guinée ont finalement été libérés. La situation avait créé de nouvelles tensions entre les deux pays voisins qui s'accusent mutuellement d'incursions militaires le long de leurs frontières communes et depuis près de 20 ans. La Sierra-Léone et la Guinée sont en désaccord au sujet d'un village minier revendiqué par les deux États. Les explications à Conakry de notre correspondant Malik Diakité. Les autorités sierra-léonaises avaient dénoncé une arrestation injustifiée de leurs soldats par l'armée guinéenne. Freetown soutient que ces soldats étaient déployés dans la zone pour participer à la construction d'un poste frontalier. De son côté,
Conakry évoquait une violation de son territoire. Selon les autorités guinéennes, ces agents avaient franchi la frontière et pénétré sur le territoire guinéen où ils auraient tenté de hisser le drapeau sierra-léonais. Une version fermement contestée par Freetown. Le gouvernement sierra-léonais soutient que ses forces se trouvaient bel et bien sur son propre territoire et accuse au contraire les soldats guinéens d'avoir traversé la frontière pour procéder aux arrestations. Depuis près de 20 ans, la Guinée et la Sierra Leone s'opposent sur la souveraineté d'une zone minière située entre le district de Falaba en Sierra Leone et celui de Koudaïa en Guinée. Ce territoire riche en ressources naturelles est revendiqué par les deux États. Si la libération des soldats sierra-léonais apparaît aujourd'hui comme un geste d'apaisement, des observateurs estiment toutefois que sans avancée concrète sur la question de la démarcation frontalière, le risque de nouveaux incidents demeure. On passe à notre focus à présent sur Madagascar, où la révolte des jeunes de la Jeune Z, justement, contre les coupures d'eau, d'électricité et de corruption a débouché sur la chute du président Andry Rajoelina en octobre 2025, puis la désignation du colonel Michael Randrianirina, 51 ans, comme président, lui promet une transition et des élections en 2027. Mais aujourd'hui, c'est sur la scène internationale qu'il se déploie, reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, puis à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une diplomatie d'équilibriste alors que la concertation nationale est en cours dans son pays. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Tananarive, Gaëlle Borgia. Merci Gaëlle d'être avec nous. Merci de nous rejoindre ce soir. D'abord, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui la jeunesse malgache qui a lancé la contestation fin septembre 2025 ? Alors, je ne vous cache pas que le moral est bas, en tout cas pour ceux à qui j'ai parlé. Il y a eu un moment de grande déprime après le renversement de Rajoelina, après la prise de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de déceptions. En fait, ils disent qu'il y a une grande différence entre les discours des autorités et les actes. Par exemple, après la rencontre entre Macron et le colonel Randrianirina, un communiqué conjoint a été publié qui parle d'avancées et de volonté de répondre aux aspirations de la jeunesse malgache. Et la Gen Z a immédiatement réagi en disant que ce n'était pas vrai, que leurs aspirations ne sont pas du tout satisfaites. Donc il y a encore une longue liste de revendications, notamment ils demandent à ce que le président colonel Randrianirina déclare officiellement qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle. Donc c'est une de leurs revendications. Ils veulent aussi la fin de la capture d'État par des oligarques, parce que les pratiques du passé en fait continuent. Ils disent que certains hommes d'affaires influents, riches, continuent de peser sur les décisions publiques, et c'est ces pratiques en fait du passé qui ont été dénoncées depuis le début du mouvement qui existent toujours. Qui perdure à vous entendre. Alors Gaëlle, le colonel Randrianirina justement parle de transition encadrée par le commandement militaire supérieur. Mais en réalité, qui détient le pouvoir à Madagascar aujourd'hui ? Alors le pouvoir, il a été transféré aux militaires par la Haute Cour constitutionnelle. Donc c'est une décision qui a été publiée le 14 octobre 2025 et c'est le colonel Michael Randrianirina qui incarne cette autorité militaire. Et un mois après sa prestation de serment, une autre décision de la Haute Cour constitutionnelle a été publiée et qui attribue donc aux 4 autres colonels qui étaient aux côtés du colonel Randrianirina lors du renversement d'Andry Rajoelina. Donc ces 4 colonels ont aujourd'hui un titre de haut conseiller de la refondation qui leur attribue des avantages correspondant à ceux d'un chef d'État. Donc aujourd'hui, on peut dire à peu près 5 chefs d'État qui dirigent Madagascar, donc c'est 5 colonels. Alors vous parliez tout à l'heure des velléités de se présenter peut-être à la présidentielle du colonel. En tout cas, c'est que la Gen Z ne souhaiterait pas, à vous entendre. Mais qui détient réellement le pouvoir ? On l'a vu, vous nous avez parlé des 5 à 5 têtes finalement. Mais cette tournée internationale, Émirats, la Russie, la France, est-elle perçue à Madagascar comme une stratégie de légitimation justement pour le colonel Randrianirina ? Oui, on peut le dire que ça
lui permet d'asseoir sa stature d'homme d'État, puisque on parle quand même d'un colonel qui n'est pas élu, dont le pays, donc Madagascar, est sanctionné par l'Union africaine, et il est reçu coup sur coup par la Russie, puis par la France. Donc on peut considérer que c'est une forme de légitimation de son pouvoir. Il faut rappeler que quand il s'est rendu en Russie, il a été reçu avec les honneurs. Ça a été une cérémonie de réception très fastueuse, très solennelle. Il y a un avion de la flotte gouvernementale russe qui a été affrétée jusqu'à Madagascar pour venir le chercher avec sa délégation. Il a été reçu par la garde d'honneur donc sur le tarmac à son arrivée. Il était transporté dans une limousine made in Russie, la fameuse limousine de Vladimir Poutine. Donc il a été choyé par le protocole russe, poignée de main chaleureuse, sourire affiché par Vladimir Poutine. Donc c'est effectivement, on peut le considérer comme une forme de légitimation. Est-ce que ça suscite des inquiétudes, ce rapprochement notamment dans les domaines sécuritaires et énergétiques justement avec Moscou? Il y a plusieurs opinions, plusieurs sons de cloche. On voit dans une partie de l'opinion publique des gens être plutôt satisfaits de ce rapprochement avec Moscou, qui voient ça comme une forme de pied de nez, de provocation à l'ancienne puissance coloniale française. Et il y a ceux qui sont inquiets, puisque au départ, le colonel Randrianirine avait parlé de sobriété dans son discours de prestation de serment. Il avait dit que le budget de l'État irait en priorité aux besoins urgents de la population. Donc une partie de l'opinion publique ne comprend pas pourquoi il se précipite à signer des accords de coopération avec la Russie, notamment une instruction de l'armée malgache. Aujourd'hui, il y a 140 instructeurs de l'armée russe qui forment l'armée malgache. On ne sait pas exactement dans quel domaine. On nous parle de sécurité présidentielle, mais il n'y a pas vraiment de transparence. Donc ça inquiète en tout cas une partie de l'opinion publique. Ouais. En janvier, il y a des armes qui ont été livrées par la Russie à Madagascar. On ne sait pas exactement combien, ni quelles sont ces armes. Donc voilà, il y a un manque de transparence qui inquiète. Merci beaucoup Gaëlle Borgère. On aura l'occasion évidemment d'en reparler de la situation à Madagascar. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Tananarive à Téhéran en passant par Freetown. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.